Donc pour clôturer avant la visite cette première journée d'échange, nous avons invité Laurence Le Guen qui va nous parler de la figure de Madeleine Brandeis. On a pris les cours de prononciation américaine ce matin. Donc Laurence, tu es docteur en littérature, chercheuse associée à l'Université de Rennes 2, directrice de collection aux éditions Mémo et surtout spécialiste de la photolittérature jeunesse. Chère Hélène, chère Mathilde, chère Viviane, merci tout d'abord de me donner une nouvelle fois l'occasion de parler de livres photographiques. Cet exposé prend en effet sa source dans mes recherches autour de ce qu'on appelle désormais la photolittérature jeunesse, et particulièrement autour de ce que les chercheurs appellent les portraits de pays, ces ouvrages destinés à faire connaître la vie des enfants d'ailleurs, et publiés essentiellement dans des contextes post-traumatiques, à l'image de la collection dont je vais vous parler, mais également à l'image d'une collection que vous connaissez certainement, celle de Dominique Darbois et Francis Mazière, publiée chez Nathan à partir de 1952, la collection des enfants du monde. Je parle de cette collection également parce que dans les différents articles que j'ai pu publier, je mets régulièrement en regard ces deux collections, celle de Madeleine Brandeis et celle de Dominique Darbois, afin de dégager les caractéristiques propres au genre du portrait de pays. Avant toute chose, je souhaiterais préciser que lorsque je fais des conférences ou que j'ai écrit des articles sur des autrices, en général, je consulte les archives des photographes dont je vais parler. Et là, ce n'est pas du tout le cas. Je ne sais absolument pas où sont les archives de Madeleine Brandeis. Si nos collègues américaines ont l'idée de leur localisation, je suis preneuse. Et donc, pour vous présenter Madeleine Brandeis, eh bien en fait, j'ai consulté des articles que vous pouvez retrouver en ligne, notamment sur des sites relatifs aux femmes réalisatrices américaines. J'ai consulté également des coupures de presse de l'époque, et puis évidemment j'ai analysé moi-même les ouvrages de sa collection. Donc Madeleine Brandeis est née Madeleine Frank le 18 décembre 1897 à San Francisco. Elle a fréquenté l'école d'élite Miss Burke à San Francisco et le 28 janvier 1918, à l'âge de 21 ans, elle a épousé le propriétaire millionnaire du grand magasin Brandeis & Sons, John Brandeis. Elle s'est installée avec lui à Omaha, dans le Nebraska, et le couple a eu un enfant, une fille, Marie-Madeleine, qui va jouer un rôle extrêmement important dans le projet de collection de livres pour enfants. Ils divorcent le 25 avril 1921, 3 ans seulement après leur mariage, et Madeleine Brandeis s'est vue accorder une pension alimentaire de 400 000 $, ainsi que la garde exclusive de Marie-Madeleine. Madeleine Brandeis s'est ensuite mariée une seconde fois avec le docteur Joseph Sampson en 1933, et le couple s'est installé à New York. Le 15 juin 1937, un article du New York Times informe ses lecteurs que l'écrivaine new-yorkaise et sa fille de 16 ans ont été grièvement blessées lorsque leur voiture s'est renversée près de Gallup au Nouveau-Mexique, alors qu'elles se rendaient de New York en Californie. Madeleine Brandeis est décédée de ses blessures 2 semaines plus tard, le 28 juin 1937. Sa fille Marie-Madeleine elle-même est décédée en 1973. Cette longue présentation de notre autrice est destinée à vous faire comprendre qu'elle a évolué dans un milieu plutôt aisé et qu'elle était indépendante. Alors, Madeleine Brandeis est une réalisatrice de films d'abord. Pour rappel, le cinéma est né dans les années 1890 et la photographie en 1826. Dans les années 1920-1930, la faible structuration du champ du cinéma, l'absence de structure d'apprentissage obligatoire et l'apparition de formats substandards de pellicules et le développement de caméras portatives facilitent la pratique de ce médium, comme la mobilité géographique et culturelle. De nombreux amateurs, et surtout des femmes, investissent le champ du cinéma. Les premiers projets cinématographiques étant considérés comme risqués et comme une mode passagère, le champ d'action était largement ouvert à tous ceux qui voulaient tenter leur chance. Et comme le rappelle Clara Kuperberg, autrice de documentaires sur les premières femmes cinéastes américaines, à ses débuts, Hollywood a employé des femmes et des juifs, alors qu'un grand nombre de professions leur étaient interdites à l'époque. J'ai oublié de préciser que Madeleine Brandeis était aussi juive. À l'époque, le cinéma était pris au mieux pour un amusement. Les femmes ont pu accéder aux différentes professions du cinéma, car tout restait à créer dans ce domaine, écrit Clara Kuperberg.
Lorsque dans les années 1910, ces femmes débarquent avec leurs robes à la mode à Hollywood, Hollywood est encore une terre agricole avec des moutons. Dans ce contexte, elles ont eu une totale liberté, celle d'exercer tous les métiers et d'exploiter tous les registres. Fin de citation. Les femmes américaines investissent donc ce milieu du cinéma. Elles sont productrices, réalisatrices, monteuses de films ou encore vedettes. Alors que le monde occidental bouillonne de tensions et d'inquiétudes, elles s'engagent dans le débat public avec leurs caméras. Leni Riefenstahl se met au service du totalitarisme nazi, Margaret Bourke-White se met au service du totalitarisme soviétique, et Madeleine Brandeis, elle, avec sa caméra, veut promouvoir les idéaux de paix entre les peuples. Bien que la presse souligne le succès et l'expertise de Madeleine Brandeis en matière de production cinématographique, un article du Los Angeles Times de 1926, intitulé « Une femme fait des films pour s'amuser », dépeint Madeleine Brandeis comme une riche passionnée qui fait des films, des photos et des livres pour enfants. On peut lire « La production de films deviendra-t-elle un jour le jouet, le passe-temps des riches ?» Cette question est revenue sans cesse à l'esprit au cours d'une conversation avec Madeleine Brandeis dans le charmant patio de sa maison à flanc de colline d'Hollywood. Brandeis elle-même semble complice de la représentation de son travail comme une activité qu'elle entreprend principalement pour des satisfactions personnelles. Elle est citée en ces termes: « Dans un sens, ce travail photographique n'est qu'un passe-temps. C'est fascinant et ça occupe. » Dans l'article Filming Children for Children, l'écrivain russe Tilde Slade décrit l'incursion de Madeleine Brandeis dans la réalisation de films comme le caprice d'une jeune mariée, riche et nostalgique, qui voulait quelque chose à faire pour s'occuper. « Donnez-moi un chèque au lieu d'un bracelet », lui aurait-on fait dire. Et sa nécrologie dans le New York Times en 1937 indique seulement qu'elle était une autrice new-yorkaise. Et pourtant, un essai rédigé par Radha Watsal en 2013 pour le Women Film Pioneers Project de l'Université de Columbia souligne la place importante des films de Madeleine Brandeis à la fin de l'ère du cinéma muet, avec ses deux sociétés de production, The Little Players Film Company et Madeleine Brandeis Productions. En 1918, Madeleine Brandeis réalise et finance son premier film, un long métrage de contes de fées, avec une distribution exclusivement composée d'enfants, The Star Prince. Ensuite, elle réalise When East Meets West en 1919. Son divorce en 1921 et son importante pension alimentaire la poussent à s'installer à Hollywood et à poursuivre la réalisation de productions de longs métrages destinés aux enfants, en collaboration avec le réalisateur Renaud Hoffman notamment. En 1924, sous sa direction et avec son propre capital, elle signe Not One to Spare, film acclamé par la critique, puis c'est The Shining Adventure. Et en 1927, elle produit le film comique Young Hollywood, qui met en scène des enfants des stars de l'écran, dont celui d'Eric Stroheim, ce qui suggère que Madeleine Brandeis avait des solides relations avec le milieu de l'industrie cinématographique hollywoodienne. Mais ce qui nous intéresse, c'est sa signature l'année suivante d'un contrat avec la firme Pathé et sa collaboration avec le service éducatif pour élaborer une série d'histoires portant sur de jeunes citoyens d'autres pays. Son contrat prévoit la réalisation d'un film par mois et l'écriture d'une série de livres illustrés par la photographie intitulée Children of All Lands. Dans un article de 1929, on la cite en ces termes: « J'ai remarqué combien Mary, sa fille, apprenait plus vite grâce aux images et j'ai eu alors l'idée de créer une série de films illustrant la vie des enfants partout dans le monde. » La société Pathé prend en charge les coûts de production, tandis que Madeleine Brandeis écrit les histoires, engage son équipe et engage des acteurs locaux, monte les films et développe parfois elle-même les négatifs. Les courts-métrages qu'elle réalise sont utilisés à l'école dans le cadre du cours de géographie. Et dans un article, elle explique: « L'enseignant annonce d'abord quel pays la classe va étudier, un élève le situe sur la carte, et les autres racontent ce qu'ils ont appris de leur livre. Ensuite, on montre le film et les enfants en discutent. » Dans l'article Creating a Demon, qu'elle signe elle-même, elle écrit: « En travaillant à la production d'une série de films-récits adaptés de Tony, The Little Swiss Woodcarver, The Little Dutch Tulip Girl et d'autres, j'emploie ce qui à mes yeux constitue désormais une méthode d'éducation préalable avant la sortie même du film. Il semblerait donc que les livres soient lus avant même la projection des films. »
Madeline Brandeis réalise donc The Little Indian Weaver en 1928, un court-métrage qui se déroule dans le sud-ouest américain, dans lequel une enfant navarro et sa mère apprennent à un jeune américain bienveillant à connaître leur culture. Elle tourne ensuite The Wee Scotch Piper sur les rives pittoresques du Loch Lomond en Écosse, puis The Little Swiss Woodcarver dans les Alpes, et enfin The Little Dutch Tulip Girl à Volendam aux Pays-Bas, le seul endroit où l'on porte encore à l'époque des costumes traditionnels, écrit-elle. Alors, est-ce que c'est celui-ci? C'est celui-ci, voilà. C'est du cinéma muet. Et normalement, c'est... Si, ça marche pas. Non, pas du tout. Ben, ça marche. On va attendre un peu. Oui. Je vous en montre 30 secondes, hein, paniquez pas. Alors tous ces courts-métrages portent la même dédicace au début, enfin la même dédicace. Et voilà, le début de son premier film. Je vais revenir un petit peu en arrière. Voilà. Si la presse qualifie ces films de passe-temps d'une dame de la bourgeoisie, néanmoins ils reçoivent une couverture médiatique extrêmement positive et l'on souligne régulièrement leur vocation à promouvoir la paix entre les peuples. Ruth Tildesley écrit ainsi dans l'article Filming Children for Children en 1929, promouvoir l'amitié entre les petits citoyens de tous les pays est peut-être la chose la plus importante à garder du travail de Madeline Brandeis. Précisant quelques lignes plus loin que la réalisatrice a été reconnue par la Société des Nations comme une importante contributrice à la paix mondiale et qu'une session spéciale de projection a été organisée par cette auguste institution. On peut également lire dans la revue internationale du cinéma éducateur, en 1929, Mademoiselle Madeline Brandeis, en qui la SDN reconnaît une promotrice zélée de la paix mondiale, a présenté les films qu'elle a réalisés en vue de faire connaître aux écoliers la vie, les faits et gestes des enfants du monde entier. Ces films, qui forment partie intégrante de l'enseignement dans les écoles américaines, sont d'un grand secours, spécialement dans l'étude de la géographie. Et dans l'article Giving Children a Chance, en 1929, on peut également lire « Aujourd'hui, de petits êtres humains l'ont mené jusqu'au cœur même de la Société des Nations, qui vient de reconnaître cette auteure, réalisatrice et productrice, comme une contributrice importante à la paix mondiale. Lors d'une session spéciale de la Société, on va présenter les films de Madame Brandeis, intitulés Children of Lands, en tant qu'élément essentiel pour l'amitié internationale entre les enfants. » On lit encore dans Filming Children for Children en 1929, Mrs. Brandeis admet que son travail contribue à l'idée de fraternité universelle en permettant aux jeunes citoyens du monde entier d'être plus proches les uns des autres. Donc j'ai trouvé cet élément dans plusieurs articles. Néanmoins, j'ai questionné les archivistes des Nations Unies, où sont conservées les archives de la Société des Nations, et je les ai consultés, j'ai travaillé avec les archivistes, et ils m'ont dit qu'il n'y avait pas de liste ni de reconnaissance officielle de contributeurs à la paix mondiale au sein de la SDN en 1929. Donc est-ce que c'est une phrase de journaliste, et on se passe de journaliste en journaliste, en tout cas, la Société des Nations ne la reconnaît pas en tant que contributrice à la paix mondiale. Il semble qu'après la réalisation de The Little Dutch Tulip Girl, elle se consacra uniquement à l'écriture de ses romans. Au tournant du XIXe siècle, on voit émerger aux États-Unis des récits de voyage pour enfants, réels ou fictionnels, illustrés par la photographie,
roman qui s'appuie sur la tradition littéraire du Grand Tour, ce long voyage d'initiation que les rejetons de la noblesse, puis ceux de la bourgeoisie, entreprenaient dans toute l'Europe en privilégiant la France et l'Italie, laissant parfois des traces écrites. Si la vocation première du Grand Tour n'était pas explicitement pacifiste, on peut estimer qu'en encourageant la découverte et la compréhension de différentes cultures, ce Grand Tour en Europe contribuait indirectement à promouvoir des valeurs de tolérance et de dialogue. Alors voici l'exemple du livre A Boy's Vacation Abroad, An American Boy's Diary on His First Trip to Europe, publié en 1909, qui fait état de l'ambition du jeune Cardenio Flournoy King de connaître les autres peuples, mais il fait le constat final que son pays est bien supérieur aux autres. Le voyage est terminé, c'était fantastique. Maintenant, je connais le monde et les gens qui le peuplent. J'ai aussi appris à aimer l'Amérique davantage et je suis fière d'être américain. Nous sommes plus propres, meilleurs, plus lumineux et plus heureux dans ce pays. Vraiment, c'est le pays de Dieu. Mais ce sont surtout les collections de portraits de pays photographiques pour enfants qui m'intéressent et elles sont extrêmement nombreuses. On peut citer la série des Rollo Books, publiée par Brown, Taggart et Chase en 1900, qui s'intéresse à la vie des jeunes gens en Suisse, en Hollande, à Londres, Naples, Paris, Rome, Allemagne, Écosse. Dans ces ouvrages, le jeune héros accomplit son tour in Europe avant de rentrer chez lui. Et la collection propose un tome pour chaque étape de ce périple. Ces ouvrages sont illustrés de photographies des pays traversés comme autant de cartes postales ou de traces de ce qu'ils ont vu. On peut encore citer la collection Library of Travel avec un titre par pays, Little Journey en Chine, Journey in China, Japan, etc. La série des Little People of Otherland series. La série des Children of Otherland Books, la série des Little People of Everywhere et Peter and Nancy, je vous en ai mis que quelques-unes. Et je vous ai rapporté ici un exemplaire de la série Little People of Everywhere. Je n'ai trouvé aucune mention d'allusion au maintien de la paix dans les préfaces de ces ouvrages lorsqu'il y en a, mais on y met en avant la possibilité que les voyages favorisent la découverte et la connaissance de l'autre. Revenons au travail de Madeline Brandeis. Elle est la fondatrice et l'autrice de 2 collections de romans photo illustrés, Children of America Stories, sur les enfants d'Amérique, et de 14 titres de la collection Children of Otherland Stories, portant sur les enfants des pays européens. Après sa mort en 1937, d'autres autrices ont été recrutées pour écrire les derniers volumes de chaque série. Je vous ai mis une petite caméra pour la correspondance film-livre. Publié à une époque où la littérature pour enfants commençait à s'imposer aux États-Unis, il semble que ces livres aient été imprimés en grand nombre et qu'ils étaient extrêmement populaires, d'après forcément l'éditeur Grosset & Dunlap, qui précise en 4e de couverture, ces livres modernes sont aussi populaires auprès des enfants que des éducateurs, mais le vrai renseignement, c'est qu'ils ont été réédités plusieurs fois. Alors, ces livres ont un format de 14 sur 22 cm, ils accueillent 190 pages, ils ont une couverture rigide, un dos en toile, une couverture en papier imprimé et une jaquette. Le copyright original des 15 des 18 livres était détenu par Flanagan Company, un éditeur de Chicago, mais Flanagan et Grosset & Dunlap à New York vont simultanément publier ces titres entre 1928 et 1939. Les 3 derniers titres de la série n'ont été publiés que par Grosset & Dunlap. Il est intéressant de noter que les 2 titres, Myths and Fruits of Germany et Little Tony of Italy, sont publiés jusqu'en 1943 et qu'ils ont été supprimés à cette date, sans doute en raison du contexte de guerre. Dans la préface de son livre The Little Swiss Woodcarver, Madeline Brandeis explique quand cette histoire sera publiée, il ne se sera écoulé que quelques semaines depuis mon retour d'Europe où je suis allée avec Mary et Ref, son appareil photoréflexe. Marie est ma toute petite fille et Ref est mon très grand appareil photoréflexe, tous 2 indispensables à la rédaction de ce livre et de mes futurs ouvrages sur les enfants de nombreux pays. Ces ouvrages sont en effet illustrés d'une 40aine de photographies réalisées par Madeline Brandeis elle-même,
soit ce sont des photogrammes, c'est-à-dire la plus petite unité d'une bande de film qui sert qu'elle utilise pour illustrer son texte, soit ce sont des photographies qu'elle réalise elle-même. Donc en plus d'être une pionnière de films, une pionnière américaine des films, elle s'inscrit aussi dans la première femme photographe américaine, dans la suite de Mary Gray Bartlett ou de Caro Seymour. On trouvera dans quelques ouvrages de la série des photographies également empruntées aux offices de tourisme locaux. Ces photographies ponctuent le récit à intervalles réguliers. Il s'agit des vues de villes, de paysages, de monuments ou des portraits photographiques des personnages régulièrement placés en frontispice. Il s'agit aussi de mise en scène d'enfants acteurs photographiés, soit lors du voyage, soit après son retour en studio. Je reprends sa préface. Mary a 8 ans, c'est elle qui a guidé mes pas sur la bonne voie vers la compréhension de l'enfant, tandis que ce fidèle appareil photo a rendu possible ces illustrations. La véritable raison de cette préface n'est pas de faire l'éloge de mes compagnons, mais d'expliquer que tout ce qui se trouve dans ces histoires est pour et au sujet de l'enfant moderne. Tant de récits ont déjà été écrits pour vous faire découvrir la vie de Pierre le petit Hollandais, de Paul le petit Français et du petit Esquimau frileux, que je ne prétends pas à l'originalité. Mais la plupart des livres que Mary et moi avons lus sur des enfants de pays étrangers ont été écrits il y a de nombreuses années, et nous voulions savoir ce qui se passait dans la vie des enfants en Europe aujourd'hui. Nous avons donc décidé d'emmener nos yeux, nos oreilles et rêves de l'autre côté de l'océan, et ces livres vous montreront et vous raconteront ce que nous avons vu et entendu. Nous pensons que l'Écossais Yann, le Suisse Seppi, la Hollandaise Katrina et les autres nous ressemblent beaucoup, et ce qui leur est arrivé pourrait tout aussi bien vous arriver. Elle dédicace également cet ouvrage avec cette note multiculturelle à tous les enfants de tous les pays, petites sœurs, petits frères. Au fur et à mesure que vos vies se déroulent dans ces livres, puissiez-vous apprendre à vous aimer les uns les autres. Cette dédicace, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, figurait au début de ce film, sauf que ce n'était pas dans ces livres, mais sur cet écran. Cette dédicace est également présente dans The Little Indian Weaver, Sean O'Day of Ireland, The Little Swiss Woodcarver, Jeanne of France, et sa préface va évoluer un petit peu au cours du temps. On va ainsi lire dans la préface de Little Jeanne of France: je veux continuer à écrire jusqu'à ce que nous n'ayons plus de pays sur lesquels écrire, à moins bien sûr que quelqu'un ne découvre un nouveau pays, mais si aucun nouveau pays n'est découvert, nous trouverons des enfants étrangers dont parler, peut-être les enfants de Mars, qui sait, personne. Cette ambition d'atteindre une meilleure compréhension de l'enfance est affichée également sur la jaquette. Voilà. Sous la photographie de l'autrice ou de l'autrice et de sa fille, on peut lire cette présentation de l'éditeur. Les gens ont gravi bien des échelons étranges pour accéder à la célébrité, mais Madeleine Brandeis, elle, a atteint de plus hautes sphères en s'appuyant sur les barreaux faits d'enfants. Armée d'un appareil photo réflexe et accompagnée de sa fille Mary, elle s'est choisie un métier fort agréable, présenter aux enfants américains leurs semblables d'autres contrées. Vient ensuite un texte de Madeleine Brandeis qui expose une nouvelle fois son projet. Mary a 8 ans et c'est elle qui m'a guidée sur la bonne route vers une meilleure compréhension de l'enfance. Après son décès, cette note pacifiste disparaîtra. On lit ainsi sur la jaquette: ces livres modernes sur les pays étrangers plaisent autant aux enfants qu'aux enseignants. Chacun raconte une histoire d'aventure passionnante dans un contexte actuel enrichi d'histoire, de géographie, de coutumes et de folklore. Les nombreuses photographies magnifiques qui illustrent le texte renforcent la vivacité de ces récits sur la vie dans d'autres contrées. Néanmoins, on trouve une dédicace ainsi rédigée dans la préface de Little Greta of Denmark, écrite par Bernardine Bailey. Je suis extrêmement heureuse de savoir que les enfants d'Amérique auront la chance d'en apprendre davantage sur le Danemark par un livre comme le vôtre. Il sera utile d'unir l'Amérique et le Danemark dans des liens encore plus forts de compréhension mutuelle et d'amitié. Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Maintenant, c'est juste en pensée lecture. Ah oui, mais oui, d'accord. Oui, mais j'ai pas fini de faire des références à... Voilà. Pénétrons au cœur de ces ouvrages. Les récits des aventures de Sean, Jeanne, Philippe, Anne et les autres sont l'occasion pour porter un discours sur une meilleure connaissance et compréhension entre les différentes communautés. Dans son premier livre, dans The Indian Weaver, le jeune Billy participe à un concours d'écriture et choisit de présenter la vie dans une communauté indienne.
Plusieurs passages du livre font état de la méconnaissance et des jugements négatifs dont souffre la communauté indienne. On peut ainsi lire « Billy devait aller en Arizona et vivre parmi les Indiens où il serait sûr d'apprendre beaucoup de choses. Il pourrait ainsi écrire un compte-rendu véridique de la vie des Indiens d'Amérique. Et plus loin, les Indiens sont honnêtes et les hommes blancs devraient les traiter honnêtement. Et plus loin encore, écrivez une belle histoire sur les Indiens. Tous les hommes blancs ne pensent pas que les Indiens sont bons. » Par ailleurs, dans de nombreux romans portant sur les pays d'Europe touchés par la Première Guerre mondiale, les descriptions de paysages, de villes traversées ou encore les portraits des personnages sont l'occasion d'évoquer les conséquences de la guerre, parfois de les montrer. Dans Jane of France, on parle des ravages de la guerre, des réfugiés, des villages détruits et des orphelins. On peut ainsi lire « Suzanne Moreau était l'une des nombreuses réfugiées qui avaient fui son village envahi. Il y avait des familles avec beaucoup d'enfants. Il y avait des hommes et des femmes portant matelas et vêtements, casseroles et poêles. On évoque parfois les atrocités occasionnées par le conflit. On peut ainsi lire, toujours dans Jane of France, il y avait un monument construit autour d'une ligne de baïonnettes où une compagnie de soldats avait été enterrée vivant par une bombe ennemie, leurs baïonnettes encore visibles au-dessus du sol. Ainsi de suite, dans Philippe de Belgique, quand il était à la guerre, il avait été abattu dans une tranchée, maintenant il portait une jambe de bois. Dans Shaun of Ireland, on lit aussi « L'Irlande a perdu de nombreux soldats lors de la Grande Guerre ». On découvre même une photographie d'un tank américain abandonné sur le bord d'une route dans Little Jane of France, illustrant le périple de la jeune héroïne dans la région champenoise, mais aussi une vue de cimetière, une vue de drapeaux américains ou de monuments commémoratifs. Cependant, rien n'est dit des menaces qui planent sur l'Europe dans les années 30. Dans Myths and Fruits of Germany, la seule mention était « Monsieur Toymaker était un Prussien. Il en va de même pour l'ancien Kaiser qui a dirigé l'Allemagne avant la guerre mondiale. Aujourd'hui, l'ex-Kaiser vit tranquillement en Hollande et l'Allemagne est une république comme notre pays et on est en 1933. » Au-delà de ces allusions directes à l'ancien conflit, la collection Children of Long Stories abonde en informations détaillées sur la géographie, l'histoire, les us et coutumes des pays présentés, afin d'en assurer leur connaissance. On installe même une page de prononciation de vocabulaire en fin d'ouvrage, et dans certains titres, on trouve une carte du pays. Mais, surtout, rien de tel pour assurer la compréhension de l'autre que d'avoir recours à des enfants personnages d'un âge similaire à celui du lecteur. Le portrait d'un pays est en effet brossé à travers le portrait d'un enfant du pays, porteur de ses caractéristiques nationales, mises en évidence dès le seuil de l'ouvrage dans la phonétique d'un prénom, Tony, Jeanne, Shaun, mais aussi dans l'illustration de couverture qui accueille un animal, un décor caractéristique et parfois même un costume traditionnel. La rencontre avec le pays se fait avec ce personnage présent en frontispice, les couvertures accueillant vraiment très rarement des photographies à l'époque. Cette photographie d'un enfant souriant, ayant sensiblement le même âge que le lecteur, confronte celui-ci à une sorte double de lui-même, transplanté en terre étrangère. Au fil de la lecture, le lecteur est donc invité à suivre un enfant personnage, à partager son quotidien, meilleur moyen de créer de la sympathie. Ces enfants personnages sont présentés dans leurs activités d'enfants, dans leur maison, avec leur famille, des scènes qui correspondent aux attentes du lecteur et autant d'éléments auxquels il peut s'identifier. Madeleine Brandeis explique d'ailleurs dans la préface de Little Tony in Italy pourquoi sa fille Mary a été indispensable à la rédaction de ses ouvrages. Mary m'aide en étant une petite fille qui sait ce que les autres petites filles aiment et en me l'indiquant. Bien que Madeleine Brandeis écrive dans l'article Creating a Diamond, les enfants sont toujours surpris de découvrir que tous les Écossais ne portent pas de kilt et que les sabots de bois ne sont plus utilisés en Hollande. Il faut constater tout de même que ces ouvrages sont emplis de stéréotypes présents à la fois dans les photographies et dans le texte. Vous l'avez vu sur les couvertures, l'imagerie utilisée sur ces couvertures, costumes traditionnels, accessoires typiques, décors et architecture, aisément identifiables, fiche bien souvent le pays présenté dans une représentation stéréotypée qui semble constituer son identité. C'est la même chose dans le corps de l'ouvrage. Le récit est situé dans les régions ou décors auxquels le lecteur s'attend. Forcément, Myths and Fruits of Germany se déroule
dans The Beautiful Rhine Country, Little Anne of Canada dans les grandes forêts du Canada, et bien sûr Jeanne of France dans cette plus belle cité du monde qu'est Paris. L'imagerie de la France est aussi stéréotypée. Je vous montre ça. Un village français, c'est forcément un regroupement de maisons autour d'un joli moulin façon Daudet. Et la ville de Dijon est représentée par la vitrine d'un marchand de moutarde. Par ailleurs, le texte lui-même présente toujours une France à la pointe de la mode. On lit « Quiconque passera par Paris va s'acheter une robe parisienne. Les Français sont toujours bien habillés. Les couturières françaises savent très bien coudre. Non, d'abord, découper, ajuster et coudre. Et lorsqu'on visite la France, il faut nécessairement passer par le vignoble bourguignon au Champenois et acheter de la moutarde à Dijon, comme je vous le disais. Donc ces stéréotypes d'évidence contribuent à fossiliser des représentations culturelles étrangement idylliques qui suspendent le temps et maintiennent le pays portraituré dans une histoire passée. Pour conclure, peut-être que Madeleine Brandeis avait une vision prémonitoire lorsqu'elle écrivait « Si aucun nouveau pays n'est découvert, nous trouverons des enfants étrangers dont parler, peut-être les enfants de Mars ». En effet, après la Seconde Guerre mondiale, les productions américaines pour la jeunesse vont passer à l'exploration d'autres territoires par le biais des voyages interplanétaires. Si on relève encore une collection d'ouvrages photographiques publiés en 1947 consacrés aux enfants du monde, World Children, Claire Huchet constate le peu d'intérêt désormais des enfants américains pour les livres mettant en scène de jeunes étrangers. Je la cite, « Ce n'est pas que l'enfant américain manque de curiosité, mais c'est que d'une part, il est mu plus par le sens pratique que par l'imagination, et que d'autre part, il répugne à l'effort de se représenter une autre forme d'existence, une façon de vivre différente de celle des États-Unis. Je suis absolument désolée, je vais encore en faire une qui n'est pas très glorieuse. Tout se passe comme si dans les années 50, au moment où les éditeurs français, je vous ai parlé de Dominique Darbois, donc les éditeurs français s'intéressent aux enfants d'ailleurs, les États-Unis avaient, eux, choisi de se recentrer sur eux-mêmes comme modèle autosuffisant. Dans les livres de science-fiction pour la jeunesse, on retrouve la difficulté qu'il y a pour tout Américain, dit Claire Huchet, à vibrer à l'échelle humaine. Non pas par mauvaise volonté, mais par l'incapacité innée résultant elle-même d'un conditionnement matériel privilégié, c'est dur la fin, écoutez bien, qui rend imperméable à l'angoisse ou à l'espoir du monde. Je vous remercie. Ça résonne, ouais. On va dire que c'était pas une citation prophétique. Non, c'est ça. Parce qu'on va retenir la vision des Français propres, bien habillés, qui aident les femmes à bien tenir une maison qu'on avait dans Marraine de guerre, hein, et qui colle pas du tout avec l'image des pionnières qu'on a vue sur toute la journée aussi. Donc il y a quand même des doubles facettes qui transpirent de ces différentes communications. Est-ce qu'il y a des questions pour Laurence ? Sur Madeleine Brandeis, ça va être vraiment difficile de vous répondre parce que, comme je vous dis, j'ai lu des articles scientifiques ou des coupures de presse, mais je n'ai absolument pas plongé dans ces archives. Voilà, je peux davantage parler des collections de portraits de pays qui sont plus mon domaine de recherche. On a 5 albums de Madeleine Brandeis dans les collections, ce que je découvre parce que je les connais pas très bien. En fait, c'est ici. J'ai commencé mes recherches de thèse ici, à l'Heure Joyeuse, avec l'aide d'Hélène, et c'est ici que j'ai découvert les collections, tous les livres de Madeleine Brandeis. Alors, moi, j'ai pas vérifié dans le... En fait, mais je crois avoir regardé, mais je suis pas sûre que ça soit dans la sélection 1932 dont je vous ai parlé ce matin. Mais en tout cas, ce qui est très net, c'est qu'effectivement, en France... moi, j'ai pas fait la recherche, mais je suis sûre qu'il y avait quand même des collections sur les enfants de pays étrangers, enfin je sais pas, mais en tout cas pas du tout appréciées des bibliothécaires, alors que manifestement c'est vraiment un genre, en tout cas dans le monde anglo-saxon. Oui, tout à fait. Les collections de portraits de pays illustrées par la photographie, c'est plutôt mon domaine, elles commencent vraiment à la fin du 19e siècle et elles sont extrêmement nombreuses, je vous en ai cité vraiment que quelques-unes. C'était intéressant pour moi de savoir s'ils étaient recommandés, enfin ils faisaient partie des livres, mais t'as pas vu, ouais. Il y a souvent une petite fille réelle ou fictionnelle qui s'appelle Murray et qui sert d'argument, parce que c'est un peu la même chose dans des communications qu'on a pu entendre sur le sujet dans le colloque photo-littérature.
Donc Ça, vous Joséphine retrouverez, Perry avec sa fille Mary. on a oublié de le dire, Hélène, vous retrouverez de très intéressants articles sur les portraits de pays dans le numéro qu'on a co-dirigé avec Virginie Meyer aussi, de la BNF, dans la revue Mémoire du livre, Studies in Book. Vous retrouverez un article de David Martins, qui est le grand théoricien des portraits de pays, sur les collections de portraits de pays publiées à partir des années 50 en France, notamment. Ouais, sur la vision un peu coloniale aussi des conquêtes au Groenland, il y a des choses intéressantes. Conquête du Groenland, ça me rappelle. Juste pour préciser, mais dans les collections de l'Orphelinat de Versailles, il y en avait beaucoup de ces... Cette collection-là? Peut-être pas cette collection-là, mais des ouvrages de photos D'accord. représentant des enfants du monde, ou en tout cas des vies, voilà, en photographie. Enfin, moi, en tant que lectrice, je me souviens très bien de tous ces livres. Beaucoup, il y en avait vraiment beaucoup. D'accord. C'est vrai que ça fait partie, une plus large partie, c'est des albums photos autour effectivement d'enfants. Mais publié après-guerre, après Deuxième Guerre mondiale? Années 40, pas tellement. Pas tellement. Ça va, oui. Années 1940, donc y compris avant. On peut prendre rendez-vous? J'ai le tableau là, j'ai le tableau XL. Merci. Alors on va s'arrêter là pour aujourd'hui.